responsable. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. On retrouve nos esprits libres à 8h43. Aujourd'hui, maître Sophie Obadia et maître Nicolas Bavrez, parce qu'on vous présente comme un essayiste, mais vous êtes aussi avocat. Ça m'arrive, oui. Ça vous arrive? Bon, j'ai deux avocats. Alors, assez souvent, même quotidiennement. Dans ce studio. Point commun de ces esprits libres. On va commencer par ce qui s'est passé en Australie, à Sydney, pendant les fêtes d'Hanouka, qui prouve que le conflit israélo-palestinien n'est plus importé. Il est mondialisé, qu'il active la radicalisation meurtrière de certains musulmans, de l'antisémitisme. Quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé à Sydney hier, Nicolas Bavrez? Alors une nouvelle fois, le djihadisme choisit très précisément les lieux, le moment, les cibles de ces attentats. Donc c'est Hanouka, c'est l'Australie, c'est la principale plage de Sydney. C'est un symbole, de l'amour du sport, de la beauté des gens et aussi de l'amour de la nature. Et tout ceci a été transformé en carnage. Et ça n'est que une longue suite, puisque c'est là où ça n'est pas un accident isolé. Depuis le 7 octobre 2023, nous avons une vague antisémite qui parcourt la planète et avec des attaques qui sont tout à fait régulières. Et derrière, il y a deux structures fondamentales. La première, c'est que maintenant, la mémoire de Gaza a supplanté la mémoire de la Shoah. Et la deuxième, c'est que on peut, et on doit d'ailleurs critiquer la politique d'Israël ou du gouvernement israélien, et Benjamin Netanyahou prête le flanc à beaucoup de critiques fondées, à commencer par sa responsabilité dans ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une fusion complète entre la dénonciation d'Israël, l'antisionisme et la haine des Juifs. Et que cette structure est en train de se mondialiser, avec donc le croisement de phénomènes divers. Il y a des pays comme la Russie, comme l'Iran, pour des raisons... Il y a un mouvement djihadiste mondial, et puis il y a des forces politiques intérieures aux démocraties, notamment maintenant, traditionnellement l'extrême droite, qui n'a pas partout des armées. Il suffit de voir Viktor Orban et un certain nombre de gens qui se retrouvent dans cette idéologie en Europe. Mais ce qui est frappant, c'est effectivement la montée très forte d'un antisémitisme d'extrême gauche, et c'est un antisémitisme qui est vraiment débridé et qui revendique et assume le recours à la violence. Donc, je terminerai là-dessus pour dire que, évidemment, c'est avant tout extrêmement grave et inquiétant pour les Juifs, qui sont, maintenant des cibles partout dans le monde. Mais ça n'est pas un problème que pour les Juifs, l'antisémitisme. Chaque fois qu'on a eu ce genre de structure, on sait que l'antisémitisme, c'est une arme de destruction massive de la démocratie. Et ça instaure cette logique de bouc émissaire qui fait que on libère la violence de ces chaînes, et au bout du bout, c'est la démocratie qui se retrouve attaquée et menacée. Donc, j'en terminerai par là pour dire que une des leçons de l'Australie, c'est que même s'il y avait eu l'expulsion de l'ambassadeur d'Iran, oui, l'Australie a été extrêmement tolérante et s'est aveuglée, a refusé de voir cet antisémitisme, et elle a laissé des manifestations multiples se répandre, ce qui le légitime. Et donc, nous devrions en tirer des leçons, parce que la France est loin d'être irréprochable sur ce plan, et au lieu de regarder ça en pensant, comme les Australiens, que ça n'arrivera jamais chez nous, il se trouve que c'est déjà arrivé, ça arrive tous les jours, donc il serait temps qu'on prenne l'antisémitisme au sérieux dans notre pays. Je me souviens de ceux qui criaient pas d'amalgame quand il y a eu une vague terroriste en France, pas d'amalgame évidemment avec nos compatriotes musulmans. L'amalgame est fait par ces antisémites et ces terroristes entre Français de nationalité juive, Australiens de confession juive, Français de confession juive, et un soutien indéfectible à la politique de Netanyahou. On enjambe assez rapidement, assez facilement tout cela. Que vous inspirent ces événements en Australie, Sophie Obadia? Non, mais je rejoins tout à fait Nicolas Bavrez. Méfions-nous de ce qui va arriver dans les jours qui viennent, à savoir de nous expliquer qu'il s'agit d'un père et d'un fils qui peut-être sont fragiles psychologiquement, que c'est un cas isolé, que
ça n'a rien à voir avec Israël, que c'est probablement du pur antisémitisme, puisque il n'y a pas vraiment de revendication, même si on sait que le fils a été à un moment donné proche d'Al-Qaïda. Et effectivement, n'oublions pas ce décor merveilleux qui permet à la jeunesse de penser que, vous voyez, c'est presque édulcoré, c'est comme un mauvais film. En réalité, c'est un monstrueux antisémitisme mondial, et nous sommes exposés, nous Français, encore davantage, je dirais, parce que nous avons ici une communauté importante, plus importante qu'en Australie. Et donc oui, je vous rejoins, attention, prenons la chose plus qu'au sérieux. Ça y est, la guerre est déclarée d'une certaine manière. Est-ce que ça suffit de mettre des planctons devant les synagogues, de donner des consignes de vigilance aux intéressés et à ceux qui le sont aussi parce que simples citoyens? Ça suffit ou pas? Est-ce qu'il faut aller dans les écoles? Est-ce qu'il faut renforcer les actions de sensibilisation? Bien sûr, ça ne suffit pas parce qu'on pense que c'est communautaire et que ça ne concerne que les Juifs. En réalité, ça concerne le monde occidental. Donc effectivement, plus on sera pédagogue, plus on expliquera à la jeunesse que ce ne sont pas quelques Juifs qui sont concernés, mais tous les Français, tout l'Occident, tous ceux qui vivent avec d'autres idées que ceux qui veulent nous tuer, nous assassiner. Je pense que c'est important de, effectivement, prêcher cette parole-là. Nicolas Bavrez, certains avancent qu'il y a une complaisance chez une part croissante de jeunes musulmans vis-à-vis de l'antisémitisme. C'est une chose à ne pas dire, il ne faut pas le dire. C'est une forme de racisme. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un débat piégé, d'autant que les connaissances en histoire reculent, que le niveau scolaire recule. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il est clair, d'abord, quand on a vu la dernière enquête qui a été faite sur les jeunes musulmans, c'est impressionnant de voir qu'il y en a presque 1 sur 2 qui pensent que les lois de l'islam sont supérieures aux lois de la République. Et donc, il y a 2 grandes réponses, l'éducation et le droit. La loi de la République doit s'appliquer à tous, et de fait, ceux qui ne se reconnaissent pas dans les lois de la République ont parfaitement le droit d'aller s'installer dans des pays où effectivement les choses sont très claires et c'est la loi de l'islam qui est la loi de l'État en question. La deuxième chose, c'est l'éducation, et qui est très importante parce que là, on a une vraie perversion. Quand on regarde dans un certain nombre d'universités ce qui s'y passe, avec des attaques contre des étudiants juifs, avec des professeurs qui organisent des listes de proscrits, avec le fait de refuser d'inviter de grandes figures qui ne sont pas des figures juives, qui sont des figures de la République comme Elisabeth Badinter, on en reste, et que tout ça, on laisse faire tout ça au nom d'une pseudo-liberté universitaire, mais enfin, ça n'a rien à voir, c'est pas la liberté académique, là. C'est l'équivalent de, à l'époque, à juste titre, M. Forisson a été condamné et interdit d'enseignement. Et il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui doivent être interdits d'enseignement. Il faut être clair. Et il faut que partout, les profs, y compris les présidents d'université, prennent leurs responsabilités. Et par ailleurs, qu'on puisse avoir un enseignement de l'histoire normal, objectif, personne n'a la vérité, et qui intègre notamment l'enseignement de la Shoah, parce que simplement, c'est pas parce qu'on veut faire de la morale, c'est parce que ce sont les faits. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Et puis l'autre chose, c'est que ce qui est très choquant dans cet antisémitisme, comme je l'ai dit, la critique de la politique d'Israël, Israël est un État comme les autres. On a parfaitement le droit de le critiquer, et son gouvernement aussi. Mais par exemple, quand on organise la chasse à des artistes, à des musiciens, à des sportifs, et y compris des gens qui peuvent souvent être en opposition parfaite avec le Premier ministre israélien. Mais c'est incroyable qu'on laisse faire ça, et qu'il n'y ait pas des manifestations massives de sportifs et d'artistes qui disent que ça suffit, que ça n'est pas possible. Et vous tapez du poing sur la table, Nicolas Bavrez, on l'entend dans le micro. Je passe au sujet suivant, mais il nous reste très peu de temps. C'est votre interprétation politique de ces révoltes paysannes. On refuse d'abattre le troupeau, on demande la vaccination avec toutes les contraintes que cela suppose. Des organisations syndicales qui étaient d'accord sur le plan d'action en juillet ne le sont plus. Bref, est-ce qu'on a affaire à un nouveau chapitre de la défiance française du monde paysan contre les élites parisiennes et l'État? Pas contre les élites parisiennes, contre l'Europe principalement, parce que c'est une maladie dont on sait pour l'instant qu'elle ne se transmet pas à l'homme, mais dont les autorités européennes considèrent
que le protocole doit être l'abattage du troupeau. C'est ça qui est critiqué. C'est-à-dire de savoir si on doit aller jusque-là pour par exemple, un bovin malade sur 200. C'est ça la question qui est posée. C'est le consentement à l'abattage. C'est-à-dire accepter les règles européennes qui ne sont plus des règles franco-françaises. Et évidemment, ça nous conduit à toutes les questions sur le libre-échange, l'ouverture du marché, etc., les accords Mercosur, etc. Mais c'est important de comprendre qu'en fait, c'est une révolte contre une norme européenne. Très rapidement, Nicolas Bavray, ça augure rien de bon avec l'adoption du Mercosur qui est prévu en fin de semaine. Oui, mais le Mercosur n'est pas le problème. Non. Là encore, il faut regarder ce qui se voit, ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit, c'est cette épizootie affreuse et ces drames d'un certain nombre d'éleveurs. Ce qui ne se voit pas, c'est que la France va sans doute, pour la première fois depuis 40 ans, être en déficit agricole cette année. Et donc, il y a une responsabilité de Bruxelles, mais il y a une responsabilité écrasante du ministère de l'Agriculture, ce qui peut expliquer aussi la défiance des agriculteurs. La France a détruit son agriculture. On est maintenant le 6e exportateur mondial, on était encore le 2e, on est le 3e en Europe. Et on a méthodiquement cassé la production, l'investissement, l'innovation dans ce secteur. Donc ce qu'il faut, c'est... Et j'allais dire, au moment où on a 820 millions de gens qui sont en insécurité alimentaire dans le monde, on a vu ce que c'était que la dépendance au moment du déclenchement de la guerre d'Ukraine, et on continue méthodiquement. C'est pas seulement les troupeaux qu'on est en train d'abattre, c'est toute notre agriculture. Donc il faut arrêter ce massacre-là très vite. Mes amis, c'est la fin de cette discussion. On se retrouve bientôt. On va se quitter avec une valse composée par Erik Satie. Satie, dont le Figaro célèbre aujourd'hui le centenaire de la disparition. C'était en 1925. Poudre d'or, joué la semaine dernière au Théâtre des Champs-Élysées pour le concert de Noël de Radio Classique. Vous l'écoutez par Zaya Ziwani et l'orchestre Divertimento.